Ce soir, je reçois Sylvain Prétis. On va parler d'un sujet qui nous intéresse tous. Alors, je reprends le titre exact. Dans toute adversité se cache le germe d'une réussite future. Et donc, pour ce faire, on va orienter notre échange sur ce thème-là. On va l'orienter entrepreneuriat parce que, bien évidemment, ça va concerner et certainement très intéresser les entrepreneurs qui peuvent nous suivre là en direct sur ce live, mais également ceux qui regarderont donc ça après en replay. Donc Sylvain, est-ce que tu peux en deux, trois mots te présenter et nous dire qui tu es, ce que tu fais, et ton parcours, mais rapidement, voilà, pour qu'on puisse savoir un petit peu, pour ceux qui ne te connaissent pas notamment, savoir un petit peu qui tu es. Rebonsoir Christophe, bonsoir à tout le monde. Alors qui je suis? Je suis Sylvain Prétis, donc je me définis comme un messager de la connaissance désormais. J'ai 43 ans, je le refais, 1976, comme ça tout le monde sait la date de naissance. Et que fais-je également à côté? Donc je suis depuis 15 ans chef d'entreprise, j'en suis à ma deuxième société. Je travaille dans la prévention des risques professionnels, donc sur les chantiers de bâtiments et de travaux publics, au contact des hommes sur le terrain, de manière à préserver leur santé, leur intégrité, en phase de réalisation de travaux notamment. Et je participe aussi à l'élaboration des projets avec les architectes, notamment pour développer cette notion de sécurité sur les interventions ultérieures. Voilà, présentation faite du personnage. Donc, je suis en Indre-et-Loire, du côté de Chinon, hein, pour ceux qui connaissent, hein, les grands connaisseurs du vin, par exemple. Et j'interagis à peu près partout sur le territoire. Et donc tu travailles essentiellement avec des chefs d'entreprise? Alors, pas forcément. Aujourd'hui, je travaille sur le terrain. C'est mon activité principale, mais depuis un an, donc j'ai décidé d'accompagner des chefs d'entreprise en montant des projets, des programmes, en les aidant à construire leurs activités, à développer leurs activités, à renouveler leurs activités et à développer de manière exponentielle leurs activités pour les emmener à un niveau supérieur, en y mettant de l'esprit dans la matière. Voilà. On y reviendra tout à l'heure par rapport à ce point-là, parce qu'effectivement, là, tu viens de dire quelque chose d'intéressant et d'important, même, j'oserais dire. Alors, ce qui nous intéresse, donc, bien évidemment, c'est par rapport à cette histoire. Alors, je reprends le thème du live. Dans toute adversité se cache le germe d'une réussite future. Et pour parler de ce thème-là, donc, on va s'appuyer sur un monsieur qui s'appelle Napoléon Hill. Alors explique-nous un petit peu, Napoléon Hill, qui il est et est-ce que c'est un monsieur qui est toujours en activité ou pas? En activité, dans l'esprit des gens, oui. Mais sinon, physiquement, non. C'est un personnage qui est décédé en 1970, donc, mais qui perdure à laisser son empreinte sur l'esprit des gens au travers de ses œuvres littéraires. Donc Napoléon Hill, tu pourras le rencontrer dans les espaces culturels, tu pourras le rencontrer dans les bonnes librairies. Il y est automatiquement. Espace développement personnel, stratégie, management, commercial aussi, puisque c'est un personnage qui a beaucoup œuvré dans le développement des commerciaux, dans l'apprentissage des commerciaux. Et aujourd'hui, de mémoire, je le redis, il me semble que Napoléon Hill est un auteur qui est très présent dans le cursus dans les écoles de commerce, puisqu'il a mis en place de nombreuses stratégies de persuasion. Donc maintenant, vous savez qui est à l'origine des commerciaux qui vous vendraient tout et n'importe quoi, un stylo, une éponge, une gomme, tout ce que vous voulez. Voilà, Napoléon Hill est quelque part derrière ça. D'accord. Et c'est un monsieur donc qui a vécu au siècle dernier. Alors, il est né en 1880, donc au siècle dernier, du même d'avant le siècle dernier. Et c'est quelqu'un qui est né je crois que c'était aux États-Unis, bien évidemment, et qui est né très très pauvre, dans une famille pauvre. Donc tout le début de sa carrière, de sa jeunesse, a été particulièrement compliqué, très compliqué. Mais c'est quelqu'un qui avait toujours en tête une idée, c'était de devenir journaliste. Donc déjà à l'âge de 13 ans, par l'intermédiaire de sa nouvelle maman, puisque sa première maman a été décédée très jeune, c'est quelqu'un qui a décelé en lui une plume comme on appelle ça, un écrivain, quelqu'un qui avait des choses à écrire, à transmettre, il voulait vraiment écrire. Donc on lui a laissé une chance dans un journal local, dans sa région, dans son pays, aux États-Unis. Et par le biais de cette possibilité qui lui a été donnée,
il a pu par la suite franchir un cap supérieur pour pouvoir intégrer une autre région américaine, une grande institution de journalisme. Et là, c'est là où tout va débuter pour lui dans son immense carrière en 1908. Voilà, je continue si tu le souhaites. 1908, moi, ce qui m'intéresserait, c'est comment ce monsieur Napoléon Hill, avec toutes les difficultés qu'il a rencontrées dans sa jeunesse, qu'est-ce qui l'a amené à écrire, entre autres, ce livre, je ne sais pas si vous le voyez très bien à l'écran, donc Réfléchissez et devenir riche, qui est... Je le vois pas très bien, moi, c'est pas la bonne caméra. Comment? Ah oui, tu es sur l'autre caméra, pardon. Oui, sur l'autre caméra. Réfléchissez, devenir riche, donc il y a un des nombreux ouvrages qu'il a pu écrire. Et qu'est-ce qui l'a amené, comment il en est venu à écrire ces bouquins-là, qui sont effectivement aujourd'hui des références dans l'entrepreneuriat, je dirais, pour faire simple. Alors, explique-nous un petit peu tout ça. Alors, comment c'est arrivé? En fait, Napoléon Hill, dans son idée de journalisme, il a toujours eu une idée en tête, c'était un jour, j'ai envie de savoir comment les grands personnages de l'industrie et de tous les corps de tous les types de métiers, les grands de ce monde qui ont fait fortune, il avait un rêve, c'était les interviewer. Et cette possibilité lui a été donnée lorsqu'il est arrivé dans cette grande institution. Je ne me souviens plus comment s'appelait cette institution aux États-Unis. La première chose qu'on lui a dit, OK, on va te tester, mon gars. Tu vas aller interviewer Andrew Carnegie. Bam, direct. Andrew Carnegie, qui est-il? Andrew Carnegie, il faut savoir que c'était l'homme le plus riche du monde en 1908. Et on lui a mis cette idée, on lui a donné cette tâche d'aller l'interviewer pour faire un encart, pour faire une page dans ce fameux journal. Alors, pour lui, vraiment, c'était une aubaine. Bon, c'était une mise à l'épreuve et en même temps, pour lui, c'était ce qu'il cherchait. Donc, la rencontre s'est pas fait, elle s'est fait de manière naturelle, je dirais, mais pas que. Pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, Andrew Carnegie, ce personnage qui avait fait fortune et puis qui avait tout eu, tout gagné, tout réussi, il avait une grosse idée en tête, c'était transmettre toute sa connaissance, tout ce qu'il avait pu mettre en application dans sa propre vie personnelle et professionnelle, il voulait le transmettre au plus grand nombre sur Terre, partout sur Terre. Et comme Napoléon Hill, il avait ce projet-là, Andrew Carnegie lui a dit, écoute mon gars, t'as l'air quelqu'un de bien, t'as l'air quelqu'un d'intéressant. Napoléon Hill, juste avant, lui avait dit, écoutez, moi j'ai envie de savoir, de connaître les secrets des plus grands milliardaires. Andrew Carnegie lui a dit clairement, écoute, moi j'ai quelque chose à te proposer. Il y a un deal à faire. J'ai envie de transmettre au plus grand nombre, genre aux États-Unis, en France, en Angleterre, partout au travers de la planète. J'ai envie de transmettre tout ça et je voudrais te proposer un deal, c'est-à-dire rédiger la première philosophie de succès au monde. Ça va te prendre 20 ans minimum pour l'écrire, pour l'établir, et je ne te payerai pas. Clairement, voilà. Donc ce deal-là, aujourd'hui, on nous le propose à nous. Est-ce que tu l'acceptes, toi? Moi, pas forcément, puisque c'est quand même... Ça demande réflexion. Alors, ce qui s'est produit aussi, c'est que lui a dit clairement, tout ce que tu vas apprendre, tu vas pouvoir l'appliquer pour toi et le mettre en application, et c'est de ça que tu gagneras ta vie. C'est ce qu'il a fait, bien évidemment. Donc, Napoléon Hill, il a réfléchi pendant une trentaine de secondes, il a dit, oui, je le fais. Pourquoi il a dit ça? Parce qu'en fait, Napoléon Hill, c'est quelqu'un qui est très déterminé. C'est quelqu'un qui avait un désir profond de grandeur. C'est quelqu'un qui avait un désir profond de connaissance. Et c'était la plus grosse opportunité qu'on pouvait lui proposer. Donc, Andrew Carnegie, à la réponse, il a dit, OK, très bien, je te garde pendant 3 jours chez moi, je t'explique tout ça. Je te mets dans les mains de tous les grands patrons des États-Unis, des 500 plus grosses fortunes, et tu vas aller les rencontrer, tu vas aller les étudier, tu vas aller les questionner, tu vas aller les observer, et tu regarderas tout ce qui a fait leur grandeur. Et en même temps, il lui a dit, mais aussi, tu vas aller aussi observer tous ceux qui ont raté, tous ceux qui se sont plantés, pour comprendre pourquoi ils ont échoué. Parce que cette philosophie du succès, on parle de succès, mais en fait, elle est basée à la base sur les échecs des gens. Pourquoi ils ont échoué?
où est-ce qu'ils n'ont pas mis le bon curseur? Alors, ça lui a pris réellement 20 ans, même plus. Et il n'a cessé, en fait, d'enrichir cette philosophie au travers de ses expériences, au fil des années, au fil des décennies, puisque, comme il l'a dit, arrivé à l'aube de ses 70 ans, 75 ans, même je crois, quand il a écrit son tout dernier livre, il a dit « Je n'ai cessé d'apprendre jusqu'à ce jour ». Et je crois que même jusqu'à ses 83 ans, il n'a cessé d'apprendre. Sauf qu'il n'a pas... C'est intéressant ce que tu dis. Je me permets de rebondir là-dessus parce que tu vois, ce que j'ai constaté moi bien souvent, il y a beaucoup de gens qui se remettent pas en question pour avancer dans leur vie privée et encore plus dans leur vie professionnelle parce qu'ils imaginent que voilà voilà je sais tout sur tout maintenant c'est bon, j'ai mon business qui fonctionne plus ou moins correctement mais ça me suffit largement. Et moi je suis toujours admiratif face à des gens comme Napoléon Hill comme ça qui affirment des choses comme celle-ci à la fin de leur vie en disant bah moi je suis toujours en train d'apprendre. Ça me fait penser parce que je suis passionné de cinéma de Gabin qui disait ouais je ne sais qu'on ne sait jamais mais ça revient exactement au même quoi. Et je trouve ça extraordinaire. Ça veut dire que c'est des gens qui sont en perpétuel apprentissage de choses de la vie privée ou de la vie professionnelle qui va leur permettre justement d'aller plus loin, d'avancer encore plus. Et ça, je trouve ça vachement intéressant. Pardon, excuse-moi Sylvain, je t'ai coupé. Non, mais je t'en prie, hein, c'est ton émission. Non, c'est bien de rebondir. Non, ce qui se passe, voilà, c'est donc il a dû travailler. Bon, ensuite, faut savoir qu'il a eu 10 ans pour faire ses preuves auprès d'Andrew Carnegie, montrer ce qu'il avançait. Carnegie est décédé en 1918, et bon, Napoléon Hill était toujours en route dans sa progression et vers son succès. Mais ce qui s'est passé, c'est que ce bonhomme, il avait déjà tout, il avait acquis déjà au bout de 10 ans beaucoup de connaissances, il avait rien mis sur le papier encore, hein. Il avait accumulé les connaissances ici et là, partout, hein. Comme un journaliste qui accroche tout au mur, hein. C'est un peu ça, hein. Ou les enquêteurs. Et ce qui s'est passé, c'est que Napoléon Hill, il avait ses enseignements, il avait eu les bases, il a vu la personne qui lui a transmis. Il a gagné beaucoup d'argent, beaucoup d'argent. Comme beaucoup, il a pété un boulon, faut dire les choses, hein. Il a pété un câble, il a vu la folie des grandeurs. Mais ce qu'il n'avait pas anticipé, alors qu'il aurait dû l'anticiper, et la philosophie le dit, c'est le krach boursier de 1929 qui l'a fait perdre absolument tout jusqu'au dernier centime. Ouais. Il a dû vendre sa baraque, sa grosse propriété par la suite et se retrouver à la rue. Donc c'est pour dire que voilà, il est monté, et on lui a dit à un moment stop, mon gars, boum, la crise est arrivée, t'as pas anticipé ce problématique. Il s'est retrouvé à zéro, comme au premier jour de sa vie, c'est-à-dire dans la misère. Alors comment il a fait pour rebondir justement par rapport à cette situation? Alors, comment il a fait pour rebondir? Il s'est retourné vers son soin intérieur. En fait, il s'est posé, c'est quelqu'un qui était assez croyant, très croyant, et qui s'est beaucoup parlé. Il s'est fait beaucoup de suggestions. Et je ne sais pas si la légende qui le dira ou si c'est une légende, il le dit clairement, il a entendu, son soin intérieur s'est ouvert enfin à lui, il lui a parlé, il lui a expliqué que maintenant, tu as vu ce qu'il fallait pas faire, tu sais ce qu'il faut faire pour rebondir, et il a choisi de ne pas se laisser abattre et plonger encore plus. Il a choisi de rebondir en disant très bien, tout ce que j'ai appris désormais, je dois le mettre dans mes œuvres, je dois l'écrire. Et sont sortis en 1929 à l'issue de cette catastrophe, donc le krach boursier et sa déchéance, les lois du succès en 16 leçons. Elles ont commencé à sortir. Et sur quoi il s'est appuyé? Petit retour en arrière, un petit flashback de 1919 à 1923, il avait créé son propre magazine qu'on appelait le Golden Rule Magazine, le magazine de la règle d'or, qui a vécu au travers des siècles. Mais bon, il n'en est pas resté longtemps puisqu'il a eu une divergence avec ses différents associés et collaborateurs. Mais toutes ces connaissances, il l'avait accumulées et gardées. C'était pas quelque chose qu'il a laissé comme ça, il a abandonné. Donc, il a décidé d'écrire ce premier ouvrage, Les lois du succès en 16 leçons, 8 volumes. C'est 2 leçons par volume. Et donc, ça a été déjà une première chose pour lui, déjà de rebondir, c'est-à-dire de mettre enfin par écrit cette connaissance. Il l'avait pas fait avant. Et pourtant, Andrew Carnegie lui avait dit, tu rédigeras cette philosophie du succès. S'il l'avait fait bien avant, peut-être que ça ne serait pas arrivé. Mais bon, si c'est arrivé, c'est que ça devait arriver. Il n'y a pas de hasard, hein. De toute façon, il faut dire les choses. Donc, il a décidé de faire ça. Et en plus, il a réfléchi, il s'est dit, mais comment je vais pouvoir transmettre tout ça plutôt que dans un livre?
comment je vais pouvoir faire cette transmission au plus grand nombre. Et ben, elle a dit, Andrew Carnegie, à l'époque, m'a dit, je te mets à disposition un local de manière permanente, toute ta vie, si tu le souhaites, dans mon building, le building Carnegie, je sais plus comment il s'appelle, je ne sais plus non plus dans quelle Carnegie ville. Hall, non, c'est pas ça? C'est Carnegie Hall, exactement, je ne sais plus où il se situe d'ailleurs. Il lui a mis à disposition une pièce et il lui a dit aussi, Andrew Carnegie, quand il lui a dit, écoute, je te prête également une salle de conférence, si tu le souhaites, si tu as envie d'en parler. Donc, il est revenu là-dessus, donc il est revenu voir le Carnegie Hall. Le Carnegie Hall lui a ouvert les bras en grand puisqu'il faisait partie de la maison par le passé. Et il a décidé de faire des cours du soir. Il a organisé des cours du soir comme ça, pour pouvoir, pour dire, voilà, je vais transmettre ma connaissance selon les différentes thématiques, ces différentes lois. D'ailleurs, il existe encore des vidéos des cours du soir qu'il a pu donner dans les années 1950, qui sont en anglais, j'en ai quelques-unes. Il a fait des cours du soir et à sa grande surprise, les salles ont été remplies chaque soir où il organisait ça. Et à l'issue de ces conférences, qui duraient 1 heure et demie sur une thématique, il proposait de coacher, comme on peut dire, des personnes qui souhaitaient aller beaucoup plus loin, les accompagner. Et une personne est arrivée à un de ces cours du soir, je ne sais plus s'il avait reconnu ou pas, il y a quelqu'un qui est venu, Henry Ford. Henry Ford se pointe, il a dit, j'ai eu votre recommandation avant le décès de Andrew Carnegie, je l'ai sur un papier, il lui a montré le papier. Il a dit, je veux travailler avec vous, je veux que vous veniez développer mon entreprise avec moi. Donc, par la suite de ces cours du soir, comment rebondir? Tu vois un peu le truc? Ouvrage, cours du soir, accompagnement. Je suis recruté par Henry Ford. Il a fait 6 mois chez Henry Ford. Il a remonté sa boîte parce que la boîte apparemment avait quelques difficultés. Sa boîte aussi a contribué à Henry Ford. Ça, l'histoire le rappelle, à la Seconde Guerre mondiale. Voilà, donc c'est quand même à la fabrication des engins militaires. Et bon, ça c'est un autre débat. Et de fait de son passage chez Henry Ford, ça lui a remis le pied à l'étrier. Et les grandes fortunes se sont remises à nouveau à le solliciter pour qu'il vienne faire quelques petites prestations dans leurs entreprises. Et enfin, les faire rebondir en transmettant, comme je l'ai dit tout à l'heure, cet esprit dans la matière. Puisque aujourd'hui, on parle vraiment d'esprit. Ce qui m'intéresserait aussi, tiens, puisque là tu parles de l'esprit à la matière, moi ce qui m'intéresserait aussi, parce que, alors qu'on s'entende bien, parce que c'est vrai que depuis tout à l'heure, on a évoqué tout à l'heure le fait que Napoléon Hill était quelqu'un de croyant, qu'il a écouté sa voix intérieure, etc. Rassurez-vous, il n'y a rien de mystique dans tout ça. Absolument pas. Il y a les choses. C'est ce qu'on pourrait appeler en d'autres termes plus simplement l'intuition, ou voilà, ça fait partie de l'être humain. La chose qui est quand même importante là-dedans, c'est que aujourd'hui on appelle ça autrement, on appelle ça aussi comment on appelle ça, l'état d'esprit ou le mindset. C'est ni plus ni moins que la même chose, dit avec un vocabulaire plus actuel, mais c'est à mon sens des éléments qui sont extrêmement importants et qu'on retrouve entre autres dans cet ouvrage. Et il y en a plein d'autres que vous pouvez retrouver évidemment dans toutes les bonnes librairies, mais il y a une chose qui est importante au travers de l'enseignement de Napoléon Hill, c'est justement d'avoir cette faculté d'avoir le bon état d'esprit pour avancer dans sa vie professionnelle, et qui plus est justement, enfin, face au crack de 1929. Il y en a plus d'un, et vous le savez certainement, l'histoire en a parlé, mais il y a plus d'un chef d'entreprise qui s'est suicidé à l'époque parce que voilà, il y avait le crack boursier. Exactement. Et c'était la faillite pour certaines entreprises, et beaucoup n'ont pas supporté psychologiquement cette situation-là. Napoléon Hill, lui, a fait face à ça, il a trouvé les bonnes méthodes et les bonnes recettes. Et moi, ce qui m'intéresserait justement par rapport à tout ça, là, ce que tu viens d'évoquer, pour les gens qui nous regardent justement, se dire, bah ok, Napoléon Hill, ok, j'ai compris. Et d'ailleurs, c'est vrai qu'on pourra retrouver dans ses ouvrages toute son histoire à Napoléon Hill. Ce qui serait intéressant, concrètement, là, tout de suite maintenant, Sylvain, c'est est-ce que toi qui es un expert de l'enseignement de Napoléon Hill, c'est quelles seraient pour toi les 3 clés ou les 5 clés principales pour tout le monde, pour toute personne, que ce soit dans sa vie privée et éventuellement même aussi dans sa vie professionnelle, pour les entrepreneurs. Voilà, quelles sont les clés pour atteindre ces objectifs et pourquoi pas le succès, appelons-le comme ça, mais sans forcément chercher le succès absolu, parce que c'est pas forcément ça qui nous fait vivre, mais
en tout cas acquérir une certaine réussite financière par rapport à des objectifs qu'on va se fixer dans sa vie d'entrepreneur, quels seraient, d'après l'enseignement de Napoléon Hill, quels seraient les ingrédients qui peuvent permettre justement d'atteindre ces objectifs d'entrepreneur? Alors, le premier point, c'est avoir un but bien précis, défini. Si tu n'as pas de but, si tu n'as pas d'objectif final bien défini, tu vas nulle part. Clairement. Voilà, c'est l'objectif, ça peut être un objectif financier, ça peut être l'objectif d'atteindre 100 salariés, ça peut être un objectif de faire 1 million, ça peut être un objectif de vendre la première voiture qui va dans l'espace, petit parallèle avec Elon Musk, par exemple. Voilà, c'est d'avoir quelque chose de grand, avoir une vision. Si tu n'as pas de vision, tu ne peux pas caler d'objectifs, tu ne peux pas caler de sous-objectifs. Ça fait partie des prérogatives, je pense, de l'entrepreneur. Et pas que. Aussi sur les personnes qui ont un but dans leur vie, d'acheter une belle maison, de se marier, de rencontrer une belle blonde, de ce que tu veux, de s'acheter une belle voiture, c'est exactement le même principe. Bon, tu as dit, on parle des entrepreneurs, effectivement. Ensuite, il faut que tu aies établi des plans concrets pour aller vers tes objectifs. Tu dois établir un plan, c'est-à-dire le plan, il doit avoir des objectifs qui soient atteignables. On va pas dire smart parce que c'est tout à la mode. Je déteste ce mot smart, mais bon, on va le placer quand même pour te faire plaisir. Un objectif, des sous-objectifs pour atteindre, comme un escalier, pour aller vers cet objectif. Faut pas croire qu'en prenant la pente d'un seul trait, on y arrivera. Sinon, ça marchera pas. Effectivement, je crois que t'as raison. Je me permets d'intervenir là sur ce point. C'est quelque chose d'essentiel là que tu es en train d'évoquer parce que on a tendance à croire que pour atteindre un objectif, ça va être quelque chose de linéaire, donc de droit, comme tu viens de dire à l'instant. Or, ce n'est pas possible. On est obligé de faire monter en escalier. D'ailleurs, c'est beaucoup plus facile de monter en haut, si je puis dire. De monter, en tous les cas, c'est plus facile de monter si on a un escalier que de monter si la pente est raide et lisse. C'est juste pas possible, quoi. C'est ça. Et si le contexte économique est maussade et morose et il pleut, la pente devient glissante. C'est ça. C'est une réalité aussi pour l'entrepreneur. C'est une belle image que je place et j'aime bien la placer, celle-ci. Et voilà, donc il faut que tu aies des plans, t'as un but, tu as établi des plans, tu le mets sur le papier, obligatoire. Si c'est un plan qui est quelque part dans un coin de la tête, ça ne marchera jamais. Il faut quelque chose qui soit écrit de sa propre main, qui soit visible et revisible tous les jours. Voilà, c'est quelque chose. C'est pour ça qu'en Napoléon Hill conseille de rédiger donc sa lettre d'intention, où tu l'as au tout début de réfléchir à devenir riche, et de l'avoir toujours sur soi et consultable à souhait. Il a totalement raison. Je te montrerai quelque chose d'autre que j'ai mis en place aussi pour ne pas lâcher mes objectifs. Par la suite, quand j'aurai fini mon troisième point. Le troisième point, un des troisièmes points, c'est être persévérant. Persévérant, c'est pas parce que on se trouve devant une adversité qui nous plombe, qui nous bloque, qui nous empêche d'avancer, qui nous fait perdre de l'argent, que c'est perdu. Bien au contraire. Bien au contraire. C'est là-dedans qu'il faut aller chercher le pourquoi. Cette graine, la petite graine qui dit, tu t'es planté, ok, je vais prendre cette graine, je vais la replanter à côté, mais je vais faire autrement. Je vais l'arroser autrement pour refaire grandir et repartir de l'avant. C'est comme dans une affaire. Tu perds une affaire au marché public, c'est pas grave. Tu fais ton analyse, pourquoi tu l'as perdu. Tu viens chercher la petite graine du pourquoi. Est-ce que c'est le prix? Est-ce que c'est mon dossier de présentation? Est-ce que c'est mon CV qui va pas? Est-ce que je suis à côté de la plaque par rapport à ce qui était demandé? Tu vas chercher cette graine-là, hop, tu la prends, tu la mets d'un côté. Le prochain appel d'offres, tu le reprends et tu y retournes. Tu vas avoir un client. Pardon. Je dirais même, tu vois, je vais faire, comment dirais-je, je vais faire un parallèle par rapport à ce que tu es en train de dire, par rapport à cette notion de pourquoi, d'analyser pourquoi ça n'a pas marché, etc. Et par rapport au troisième point, il faut être persévérant. J'aime bien aussi, moi, c'est quelque chose qui me stimule vraiment, moi, pour avancer, en fait, dans la vie. C'est toujours me rappeler pourquoi je fais les choses. Tu vois ce que je veux dire? C'est, ok, ça va être compliqué, il va y avoir des galères, il peut y avoir des difficultés d'ordre privé ou professionnel à nouveau, mais voilà, je vais pas lâcher le morceau, je vais rester persévérant parce que je me rappelle pourquoi je fais les choses. C'est ton but? Voilà, on revient à ce que tu disais tout à l'heure, la vision. C'est ça? Pourquoi tu le fais? Pourquoi tu fais de la vidéo, toi? T'es un grand fan de cinéma, t'aimes l'image, t'aimes les artistes, t'as une vision derrière tout ça. Tout ça, c'est lié à ta vision personnelle.
Tu veux rencontrer Sophie Marceau, je crois il me semble que c'est ça. Donc tu l'as toujours pas rencontrée, ça viendra, ça reste un but, n'est-ce pas? Oui, absolument. Tu feras un film aussi avec elle, va savoir. Donc voilà, j'ai placé en troisième point la persévérance. Il y en a plusieurs autres qui rentrent dans ces lois-là. Tu as l'imagination, faire marcher son imagination, c'est super important. Est-ce que tu prends l'imagination synthétique en essayant de reproduire les idées qui ont déjà fait leurs preuves pour retourner de l'avant et remettre tout ça au goût du jour? Aujourd'hui, on nous ressort les consoles vieilles d'il y a 25 ou 30 ans. Il y a un mec qui il reprend ça et ça marche. Il y a un gars qui a ressorti des papiers peints de 1969 parce qu'on parle de Woodstock et ça marche. On est sur l'imagination synthétique. Le gars il s'est dit bon, je vais remettre ça au goût du jour. C'est une idée, elle existe. Hop, je la reprends, ça fonctionne. Il gagne des millions, très bien. Et après, tu as aussi l'imagination créatrice, pardon. Là, c'est Elon Musk. Là, c'est Steve Jobs. Là, c'est Bill Gates qui ont créé des produits neufs qui ont changé la vie de millions et de millions de personnes. C'est ces idées qui sortent. C'est Facebook, c'est Twitter, c'est la télévision en couleur, tu vois, par exemple, tu vois, c'est des trucs comme ça. Le smartphone, j'en ai parlé avec Steve Jobs. C'est, voilà, l'imagination aussi, ça part prépondérante dans les points clés de l'entrepreneuriat. Voilà, dans une entreprise, il faut toujours que tu aies une idée qui te dégage du lot, qui te sorte de la masse. C'est comme ça que ça se passe. C'est effectivement quelque chose d'assez essentiel. Quand on est d'autant plus sur un marché très concurrentiel, la difficulté qu'on va trouver effectivement, c'est de ça. Comment je fais moi pour me différencier des autres? Qu'est-ce qui fait que les gens vont venir me voir moi plus qu'un autre? Tu vois, donc exactement. Qu'est-ce que je propose? C'est pas le prix. Le prix, ça n'a absolument rien à voir. Absolument. Qu'est-ce que je peux proposer? Les gens, à la limite, si tu leur proposes un truc génial, le prix, c'est même pas le problème. Il n'y a pas de problème sur le prix. Le prix n'a jamais été un problème. Faut se le dire. Hein. Les gens parlent toujours de prix. Ouais, le concurrent fait des prix petits, bas, très bas, faibles, il casse le marché. C'est pas le problème du concurrent. C'est pas le prix. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Les prix ont certes diminué depuis 10 ans. Moi, je l'ai constaté. Mais c'est pas là-dessus. Hein. Quand tu veux vendre, tu vends. Bah, tu vois, tu prends je vais reprendre l'exemple que tu viens de citer il y a quelques minutes. Tu vois, c'est l'exemple de Steve Jobs, par exemple, qui a sorti des iPhones aujourd'hui que tu vas trouver plus ou moins à 1000 euros. Et les gens sont prêts à mettre 1000 euros dans un smartphone. Exactement. Tu vois, c'est pas le prix qui les intéresse, c'est le produit. Voilà, qu'est-ce que ça représente pour moi? Tu vois, et Steve Jobs, c'était son slogan, Think Different, penser différemment. Tout à fait. Exactement. Think different, exactement. Aujourd'hui, tu vas dans la rue, tu regardes le nombre de Tesla qu'il y a sur la route. 60 000 euros. Il y en a plein. Il y en a plein. Ça fonctionne. C'est une question de nouveauté, c'est une question de pratique, c'est une question de se faire plaisir, c'est une question de standing. Voilà, ça fait grimper la personne également. Ben ouais, parce que derrière, ça représente une image, ça a une valeur particulière. Tu vas acheter ce type de produit, que ce soit la Tesla ou l'iPhone. Il y a une image derrière parce que j'ai acheté ça. Exactement. Je pense différemment avec l'iPhone, je suis je sais pas quoi avec Tesla parce que là je connais un peu moins leur comment dirais-je, leur marketing par rapport à ça, mais il y a une image derrière et le fait de se procurer ce produit-là, bah voilà, je m'associe à cette image-là et c'est quel que soit le prix, je m'en fiche, voilà, je m'associe à cette image-là. C'est une valeur forte, quoi. Exactement. Tu as totalement raison. Après, on pourrait dire plein de choses. Tu m'as demandé 3 points. Ok, bon, je t'ai dit. Allez, 5 points. Allez, Sylvain, allez. Allez, 5 points. Il y a une chose qui est très importante. Alors, c'est aussi un élément pivot. C'est, on a un cerveau. Il faut savoir s'en servir. Alors, c'est-à-dire? De ton cerveau partout. Par ton imagination, par tes pensées, par tes décisions que tu prends, tout part du cerveau. Comment bien s'en servir? L'intuition, le 6e sens, tout passe par là. Enfin, il y en a qui passent par le cœur, mais il y en a beaucoup qui passent. Le récepteur, c'est ici. Hein. Napoléon Hill a défini le cerveau comme l'émetteur et le récepteur, comme la radio. Tu reçois, tu transmets, tu reçois, tu transmets. Par le biais des ondes. On va pas rentrer dans le détail de tout ce système de la mécanique quantique qui permet de recevoir l'information et la transmettre. Mais Napoléon Hill, en 1929, a compris. Il l'a compris, il l'a étudié. Des personnes lui ont donné l'information. De grandes personnes. Je sais pas tous les noms de professeurs américains qui déjà œuvraient pour le cerveau à l'époque, lui avaient donné cette information. Napoléon Hill côtoyait Freud,
psychanalystes. Donc, c'est des personnages qui ont travaillé sur ce genre sur cette thématique et qui lui ont donné cette connaissance nouvelle. Et il l'a utilisée. Donc, le subconscient, c'est quelque chose aussi. On parle de conscience, d'inconscient, de subconscience. Quand on connaît le subconscient ou l'inconscient qui travaille de manière permanente, même pendant qu'on dort, là, on a une compréhension nouvelle de notre fonctionnement. C'est ce qui s'est passé pour moi. Tout simplement. Quand tu sais comment tu l'alimentes avec ta conscience, t'alimentes d'informations négatives ou positives, tu sais comment ça fonctionne, et ben tu appréhendes ton environnement, la radio, la télévision autrement. Je regarde plus la télévision, par exemple. Bah t'as raison. Moi c'est pareil, tu vois. Enfin moi je la regarde, mais pour des très peu. Pour regarder des films ou des reportages, mais par exemple notamment les médias, les journaux télévisés, etc. Je regarde plus parce qu'ils véhiculent au travers de leurs émissions de journal télévisé des informations tellement négatives d'une manière générale que. Absolument, mais c'est clair, mais c'est volontaire. Mais oui. Et c'est volontaire. La bonne nouvelle, l'équipe de France qui gagne la Coupe du Monde, c'est très bien. Ça nourrit les masses. C'est chouette. J'aime beaucoup le foot, donc j'en parle. En revanche, quand tu regardes une émission de télévision aujourd'hui, journal télévisé, non, c'est plus possible. C'est plus possible. Parce qu'en fait, si tu veux conserver un état d'esprit positif, faut absolument se couper de toutes ces sources d'alimentation permanente. Parce que lui, toute la journée, il te dit tout ce qui va pas. C'est suffisant. Tu peux après les annuler, les informations push. Je sais ce qui se passe dans le monde. Mais c'est clair. C'est clair, tu sais, je vais te dire un truc, tiens, petit aparté par rapport à ça. Moi, je me rappelle dernièrement, je suis allé voir un ami et puis c'est un fan des comment dirais-je, des émissions politiques et j'écoute. Mon Dieu. Me mets pas ça parce que ça va me gonfler. Il me dit si. Bon, j'ai ok, allez. Exceptionnellement, ok, vas-y, montre-moi ton émission politique. Et très franchement, ça n'a porté rien, ça a généré des émotions purement négatives. Et puis en plus, en termes d'exemples de personnes qui nous représentent au niveau national, qui ne s'écoutaient pas, qui avaient des propos, enfin, il y avait une certaine virulence et véhémence dans leurs propos. Enfin, franchement, je me suis dit, mais ça sert à quoi de regarder ça, quoi? Ça va générer en moi des émotions négatives. Je vais encore plus me dire finalement, on est dans un pays qui est pourri, on peut rien faire. Bref. Et moi, j'ai pas besoin de ça, quoi. Donc, si effectivement, Sylvain comme moi, on a un conseil à vous donner, arrêtez de regarder ces émissions-là. Les journaux télévisés, idem, arrêtez de regarder ça. À la rigueur, prenez plutôt un bon bouquin. Voilà, ça au moins, ça va générer plein de choses positives dans votre cerveau. Et surtout, ça va vous faire avancer. Ça va vous permettre d'être créatif et d'être épanoui dans votre vie. Voilà. C'est bien dit, c'est bien résumé. Donc pour résumer un petit peu ton propos, donc on a parlé d'avoir une vision, d'avoir un objectif clairement défini, précis, très précis. Dire voilà, je veux pas de voiture, c'est pas je veux une voiture, c'est je veux une voiture. On est quoi? On est le 19 août. On est le 19 août 2019 et je veux que le 19 novembre pardon 2019, dans 3 mois, je veux avoir telle voiture. Je la nomme, je veux avoir, je sais pas. Je vais dire n'importe quoi, mais je veux avoir la Tesla à 60 000 euros avec toutes les options dedans. Quoique avec toutes les options, c'est encore beaucoup plus cher que ça. Je crois qu'on monte même facilement à 100 000 euros sur la Tesla. Mais voilà, c'est ce modèle-là que je veux. Comme ça, je pourrais conduire sans toucher le volant, écouter de la musique, regarder la télé dans ma voiture. Enfin bref, c'est ce modèle-là que je veux. Mais je l'écris, je le mets, je le note. Je suis précis. Tu l'écris, certes, mais tu dois écrire le plan d'action. Absolument. Que tu peux mettre en face. Absolument. Pour réaliser ce rêve. Absolument. Si tu mets pas de plan de ce que tu veux réaliser, vendre du coaching, vendre de la plomberie, vendre beaucoup plus, trouver 25 nouveaux clients. Si tu ne marques pas, tu vas nulle part. Absolument. Tu pourras aller dans le magasin et tu iras la regarder, la voiture. Tu n'iras pas pour l'acheter. Tu n'auras pas mis ton plan pour avoir les moyens de l'acheter. Mais c'est très bien que tu dises ça, tu vois, parce que contrairement à ce que pourraient penser les gens qui nous regardent là ou en replay, c'est que c'est pas juste, c'est important d'avoir de l'imagination, c'est important d'avoir une vision, c'est important de visualiser les choses, bien évidemment, dans sa tête, mais pour que ce soit concret, après, il faut effectivement mettre un plan d'action très précis et de savoir comment je vais faire pour atteindre cet objectif-là. Quelles sont les différentes actions du coaching, de la prestation de service, quelle qu'elle soit, des produits que je vais vendre, enfin bref, d'être concret à un moment donné, hein.
Totalement. Et c'est pour ça que tu vois, le sujet de Napoléon Hill et l'entrepreneuriat s'y prête bien. Parce qu'aujourd'hui, quand tu regardes bien, tu fais du réseau comme moi. Donc, bon, je vais bientôt y retourner, hein. Voilà, j'ai fait un petit peu ma mise à l'écart volontaire. Je me suis rendu compte qu'il y a des personnes qui n'ont pas de vision de leur activité, de ce qu'elles veulent devenir, ce qu'elles veulent faire, où elles veulent aller. Bah, Et tu sais, je sais pas si tu veux que je te dise un truc, Sylvain? je t'en prie. On est entre nous, il y a peu de personnes qui nous regardent, donc c'est très bien. Donc Enfin, même, peu peut-être importe le qu'en replay, 50 000. en replay, ils seront peut-être plus nombreux, mais c'est pas grave. J'assume complètement ce que je vais te dire. Moi, j'ai créé mon entreprise en 2010 et jusqu'à, allez, on va dire il y a un an à peu près, j'étais dans cette situation-là, c'est-à-dire que je n'avais pas de vision, je n'avais pas d'objectif. Alors pour des raisons D'accord. personnelles, hein, j'assume complètement cette posture-là justement, mais le problème, si tu veux, c'est que moi je m'étais dit, bah voilà, je prends ce qui vient, ça me suffit largement, j'ai pas besoin de plus. J'oserais dire que j'étais presque aussi dans un état d'esprit qu'on appelle décroissant, tu vois, je me contente de peu. Mais Mhm. le problème, et là je vais rejoindre ce que tu disais par rapport notamment à des gens comme Elon Musk, Steve Jobs, Bill Gates, etc., qui ont changé la vie de millions de personnes. Mais pour pouvoir changer la vie de millions de personnes, et rassurez-vous, c'est pas mon objectif, mais néanmoins ces gens-là, ils ont dû développer leur entreprise et générer beaucoup d'argent pour pouvoir justement changer la vie des gens, quoi. Alors moi, j'en suis pas là aujourd'hui, mais néanmoins, c'est vrai que j'ai pris conscience il y a quelques mois de ça, de me dire voilà. Ok, c'est super, je me contente de peu, mais si je veux aider des gens, si je veux aider quelqu'un autour de moi, bah ça va pas être possible parce que j'aurai pas l'argent suffisant pour pouvoir prendre du temps, ne serait-ce que ça, pour pouvoir l'aider cette personne-là. Et donc à un moment donné, je me suis dit bah comme c'est écrit dans ce bouquin, voilà, pour la énième fois je le montre, mais vraiment c'est un bouquin de référence et si je peux, si vous l'avez pas lu ce bouquin-là, lisez-le franchement, ça sera un bon début dans la comment dirais-je dans la j'allais dire dans la filmographie, dans la bibliographie de Napoléon Hill. Ça m'a fait prendre conscience de certaines choses et à un moment donné, je me dis bah ouais, si je veux avancer, il faut que je gagne un peu plus d'argent et si je veux gagner plus d'argent, il faut que j'ai un objectif précis avec des étapes intermédiaires que je vais me noter sur papier parce que c'est vrai que c'est bien de noter sur informatique, c'est super, mais j'ai noté que et ça c'est un truc que j'ai découvert d'ailleurs, c'est je sais plus où c'est que j'ai entendu ça, le fait de noter avec un stylo sur un papier, au niveau du cerveau, ça active certaines zones du cerveau qui sont beaucoup plus fortes que le fait de l'écrire sur un écran informatique, hein. Tout à fait. Stylo bleu. Et c'est pour ça que je me suis dit, bah ouais, ok, eh ben je vais changer ma vision des choses et notamment je vais avoir une vraie vision, un vrai objectif que je vais noter avec des plans intermédiaires, des étapes intermédiaires pour pouvoir atteindre cet objectif-là. Et c'est vrai que du coup, ça a changé pas mal de choses et ben voilà, on est personne n'est parfait, on évolue et je suis content d'avoir découvert ça et d'avoir ouais pris conscience de ça, ouais. En fait, ta mission aujourd'hui, toi, ta mission comme ton but, c'est de sortir les gens de l'ombre et les mettre en lumière. Exactement. C'est ta mission et ça fait pas, c'est une belle mission, faut dire les choses. C'est Ah, tu sors les gens des ténèbres où on les voit pas, où ils se cachent pour les mettre en avant. Et quand on se met en avant, en général, c'est pour aller un peu plus haut. C'est ce que je fais. Et dans ma mission, ça en fait partie aussi, moi. Tu vas chercher les gens veulent grandir, mais avant de grandir, il faudra peut-être qu'ils se montrent. Donc, d'où la nécessité, comme je ne cesse de dire, de s'entourer des bonnes personnes. ah oui, Parce que, parce qu'aujourd'hui, un entrepreneur ne peut pas réussir tout seul. non. J'ai mis longtemps à le comprendre. Moi, ça fait seulement 4 ans que j'ai sorti ma tête et puis je me suis mis un petit peu à l'air pour me montrer. Avant, j'étais un ours solitaire et qui rentrait dans la tanière tous les soirs. C'était un ours Et qui est rentré dans sa grotte. ça, ben, c'est ça, mais ça change beaucoup de choses quand même de se mettre en avant. Ça t'oblige à te dévoiler autrement. Et c'est là que tu dois apprendre à devenir toi-même Oui. et ne plus être ne plus être dans le paraître, ce que tu donnais avant, puisque je suis passé par là dans le paraître. Tu deviens toi. Il faut que tu deviennes toi-même. J'ai fait un live il y a 2 jours là, auquel tu as assisté. Justement, soyez vous-même. Donc, si ça intéresse des gens, allez sur mon profil et vous verrez le replay de ce live. Être soi-même. C'est difficile. C'est difficile, mais c'est indispensable. Faut pas vouloir copier quelqu'un. Faut vraiment venir avec sa propre personnalité, avec ses propres visions, sa propre façon de penser.
Bah, tu sais, Après, je lisais ça se par, corrige. je lisais un truc là-dessus, un lion qui imite un autre lion, c'est juste un singe. Et il s'agit pas de singer les autres, tu vois, enfin d'imiter donc en d'autres termes les autres. Il faut effectivement être soi-même. Et c'est quelque chose qui est très compliqué aujourd'hui parce que encore une fois, t'as les médias notamment qui te montrent des choses comme ça sur l'écran de télévision et t'as plein de gens qui disent ah ouais j'aimerais bien être comme lui, je veux faire. Déjà les gens ne passent jamais à l'action, ils se posent jamais vraiment les bonnes questions et surtout le pire c'est qu'ils cherchent à imiter le Gugus là sur l'écran de télé là, je pense notamment aux émissions de télé-réalité entre autres, mais c'est des trucs complètement débiles quoi qui ne font que lobotomiser les gens. Donc si j'ai un conseil à vous donner aussi, je parlais des journaux télévisés, tout ce qui est télé-réalité, très franchement, arrêtez de regarder ce genre d'âneries, c'est stupide, ça vous rend encore plus stupide que ces gens-là qui se font passer pour des stupides, parce que bien souvent, ce sont des gens intelligents. Et je vais prendre un exemple d'ailleurs très significatif par rapport à ça. Vous avez une personne qui s'appelle Nabila, je sais plus comment. Vous savez, celle qui faisait non mais allô quoi. Eh bien, c'est une femme qui, malgré toute l'image de la femme la plus stupide de la planète qu'elle peut vouloir représenter, en fait, c'est quelqu'un de très intelligent et qui, je pense, qui a été très bien entouré et qui aujourd'hui fait partie des plus grandes influenceuses sur le web. Vous voyez, donc c'est quelqu'un qui s'est joué de vous pour gagner beaucoup d'argent aujourd'hui. Mais Elle a été très intelligente pour devenir célèbre. oui, C'était sa vision. Elle voulait être en avant, elle voulait qu'on la voie, elle voulait être célèbre. ouais, Donc mais elle a fait la cruche, elle a fait la cruche, et finalement, au bout du compte, bah, tu vois, elle fait des plateaux télé. Elle continue son rôle de cruche hein, très souvent. Hein. oui, bien sûr. Et derrière ça, un jour, elle sortira un bouquin, tu verras. Mais bien sûr, c'est quelqu'un qui joue un personnage et qui est très maligne, hein, et il Bien faut que sûr. tout le monde soit aussi malin que ce genre de personnes. Donc, commencez par sortir de ces émissions qui vous endorment, qui vous lobotomisent et lisez. Lisez, voilà, ça c'est le terme. Lisez, lisez, lisez. Pour faire un petit parallèle, avant 2011, je lisais un livre en 4 ans à peu près. À partir de 2014, je suis passé à 3 à 4 livres par mois. Ouais, mais c'est Donc, bien, mais c'est bien. bah, parce que j'ai découvert autre chose. Il a fallu que je m'ouvre à autre chose. C'est voilà. Et notamment Napoléon Hill que j'ai découvert en 2011. Alors j'ai commencé à lire l'ouvrage que tu viens de présenter, Napoléon Hill. Réfléchissez, devenir riche. Moi j'ai découvert celui-ci dans un magasin, dans, dans une époque. Voilà, c'est le titre doré, c'est important. Dans une époque où c'était très compliqué professionnellement, une grosse phase de déconvenue, un redressement. Et j'ai découvert ça parce que je me suis dit, fallait que je trouve quelque chose qui me fasse repartir de l'autre côté. J'ai commencé à le lire. J'ai lu un tiers, allons-y. J'ai pas compris tout dedans parce que c'était un langage nouveau pour moi. Et je l'ai posé pendant 4 ans. Et je l'ai posé sur l'étagère, mais il était toujours en face de moi. Puis en face, en face, en face. Et ce qui s'est passé, c'est qu'un jour, je me suis dit, il y a forcément un truc dedans que je dois savoir. C'est pas par hasard qu'il est resté en face de moi. Et je l'ai ressorti. Et je l'ai épluché. Et je l'ai lu 1 fois, 2 fois, 3 fois. Aujourd'hui, je les compte plus les lectures parce qu'à chaque fois que je reviens dessus, j'ai une nouvelle lecture, une nouvelle façon d'appréhender le texte qui me permet d'avoir des connaissances supplémentaires. Et ça, c'est toujours intéressant. De toute façon, on grandit par étapes, hein, c'est pareil. Hein. Exactement, on grandit par Faut étapes, pas comme tu vouloir, dis. faut pas vouloir être tout là-bas tout de suite. Hein. Faut y aller progressivement. Tu développes une qualité, une nouvelle vertu, une qualité, une vertu. Tu avances progressivement. Et c'est pas facile tous les jours. Je dis pas que ça va aller toujours dans le bon sens. On a tous des bas, des creux professionnels, personnels. C'est tout à fait naturel. Et ce qu'il faut comprendre, et ce que Napoléon explique, c'est qu'il faut savoir se poser, s'arrêter, se mettre les fesses sur une chaise et réfléchir. Est-ce que je continue à descendre ou est-ce que j'avance? C'est ça le truc. Voilà. On a quand même deux personnes là qui sont intervenues là pendant le live. J'avais pas fait Ouais, attention. Donc on a Annie qui nous a dit que c'est très intéressant. Merci beaucoup Annie. Et puis Lex Mevat qui nous dit aussi c'est excellent vos échanges sur une personne que je suis très curieuse à découvrir. Un grand merci messieurs. Merci également à toi. Alors si tu souhaites découvrir ce personnage, donc Napoléon Hill, je t'invite et je vous invite d'ailleurs toutes et tous à prendre contact avec Sylvain. Voilà, vous le contactez, c'est un expert sur le sujet. Et d'ailleurs, tiens Sylvain, puisqu'on en parle, est-ce que tu peux nous parler là
des projets, des choses que tu vas proposer là dans les prochains jours, les toutes prochaines semaines tout au moins? Oui, je le peux. Merci Sylvain. Alors maintenant, on Voilà. va passer à autre chose. Donc voilà, comme disait Napoléon Hill, c'est tu ne trouveras le bonheur quand on est dans les autres à l'obtenir. La fameuse règle d'or. On peut le décliner aussi, tu trouveras la richesse quand on est dans les autres à l'obtenir. Ou fais à autrui ce que tu aimerais qu'il te fasse. C'est la règle d'or. C'est le principe de tous ces écrits. En fait, si on devait résumer, réfléchissez, devenez riche, et tous les autres bouquins qu'il a pu rédiger, il y en a plein, hein, il y en a plusieurs, tout tourne autour de cette fameuse règle d'or. C'est l'objectif principal. Et oui, mais Si tu ne vas c'est tellement évident, tu vois, c'est ça qui me surprend tout le temps, moi, dans bien souvent les gens. Quand tu aides les autres, enfin moi je vais l'interpréter un petit peu différemment, mais c'est le même dans le même esprit. C'est à partir du moment où tu vas aider les autres, ça va t'aider toi-même, tu vois. Donc quand tu partages avec les autres, ça va te t'aider aussi par rapport à ça aussi, tu vois. Les gens qui gardent tout pour eux, leur savoir, leur connaissance, qui veulent aider personne, etc. Bah, ils sont condamnés à mourir, quoi, en définitive. Alors qu'à partir exactement, et en plus de ça, c'est quoi exactement. l'intérêt, quoi? Je veux dire, je trouve ça tellement plus intéressant de partager avec les gens et de te dire quelque part, bah ouais, j'ai peut-être apporté une information à cette personne-là qui va l'aider dans sa vie privée, dans sa vie professionnelle. Moi, je trouve ça super valorisant, tu vois. C'est clair. Andrew Carnegie voulait se séparer de toute sa fortune avant de mourir. Il n'a pas eu le temps. Merde. Il a dit, de toute façon, qu'est-ce que je vais faire avec cet argent quand je serai mort? Bah Il a oui, c'est totalement vrai. raison. Mais oui, c'est vrai. Totalement raison. C'est le principe. Donnez et vous recevrez, tout ça, mais il faut toujours donner, donner, donner. De toute façon, c'est comme donner de l'amour, tu en reçois. Absolument. C'est un principe, c'est la loi des retours, hein. Mm. Donc, c'était ça. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Alors, moi, Oui, alors j'ai, parle-nous de tes essence, projets, tes choses que tu proposes là. je l'ai accumulé depuis maintenant 8 ans. Il n'y a pas que Napoléon Hill, puisque Napoléon Hill cite de nombreux auteurs aussi autour de lui, notamment Emerson, il cite les stoïciens. Donc, j'ai étudié aussi ces œuvres-là pour comprendre pourquoi il en parlait. Et effectivement, cette philosophie, on se rend compte que déjà à l'époque antique, les philosophes en parlaient. Mhm. Pas avec ces mots-là, mais c'était déjà les principes étaient là, quoi. Le principe de persévérance, le principe de ne jamais lâcher l'affaire, de retourner, le principe de ce qui dépend de nous, ce qui ne dépend pas de nous, principe des stoïciens. Pourquoi il ne faut pas non plus s'affairer et passer trop de temps sur des affaires sur lesquelles on ne pourra pas agir, plutôt que de travailler sur les choses qu'on peut agir. Mhm. C'est une philosophie que je comprends pleinement et que j'utilise. Parce que de toute façon, ça sert à rien de vouloir déplacer des montagnes quand tu sais que tu ne pourras pas. Autant déplacer pierre par pierre. Voilà, il fallait comme ça. Alors moi, qu'est-ce que j'ai prévu? C'est qu'à partir ça fait déjà plusieurs mois que j'y pense, au 1er septembre, je mets en place ce qu'on appelle le plan 100%. Avant, il s'appelait le plan, maintenant c'est le plan 100%. C'est toutes les semaines, il va y avoir un accompagnement. C'est un plan sur 52 actions qui vont être réalisées avec les personnes qui voudront me suivre, entrepreneurs ou non entrepreneurs. C'est toutes les semaines, soit ça sera du live, soit ça sera de la vidéo que vous allez recevoir. Bien sûr, il faudra être inscrit à ce que je vais proposer parce que je vais donner déjà des conférences gratuites. Et là, il y a un petit programme sur 52 semaines qui se met en place. On va recevoir tous les concepts que Napoléon Hill a voulu nous transmettre et on va donner des exemples concrets. Enfin, oui, parce que j'ai un ami qui va intervenir, Nassim. On va donner des exemples concrets. On va demander aux gens de mettre en application d'une semaine à l'autre et nous rapporter le résultat par rapport à ce qui est demandé. Et on va monter crescendo dans cet accompagnement d'année en année. On va démarrer par la base, hein, de toute façon, construire son but, construire sa vision, et après les emmener au fil des semaines à se réaliser pleinement, à aller chercher des projets nouveaux, à se trouver de nouvelles idées. Pourquoi pas se réorienter professionnellement? Pourquoi pas trouver des alliances entre les personnes qui auraient besoin de travailler ensemble, de trouver de nouvelles compétences, principe du mastermind. Mhm. Et tout ça sur la base de 52 semaines. Parce que ça sert à rien de vouloir imprimer en soi Napoléon Hill en lisant un ouvrage et le faire en une semaine, ça ne fonctionnera jamais. Mhm. Tu pars d'une image de toi à l'instant T
elle va forcément évoluer quand tu vas apprendre ces nouvelles stratégies, ces nouvelles techniques. Ça, je suis complètement d'accord avec ça. Effectivement, on peut pas évoluer comme ça du jour au lendemain. Ça demande du temps, déjà pour savoir comment faire, et puis surtout pour mettre en application les choses. Donc, ça se fait pas comme ça, quoi. Je connais quelqu'un qui s'est dit spécialisé de Napoleon Hill en l'espace de 3 mois. Je me suis dit, enfin, qui fait des choses comme ça, je me suis dit, mais arrête tout de suite, parce que le jour où on va solliciter pour pouvoir dispenser et avoir des enseignements complémentaires, euh, transmettre cette connaissance-là à quelqu'un sans l'avoir étudié en profondeur pendant plusieurs années, Mmh. soit tu vas passer pour un ridicule, ou soit tu vas faire de ces gens n'importe quoi, Mmh. parce qu'ils vont recevoir n'importe quoi. Ça, c'est pas un truc. Moi, tous ces enseignements-là, je les ai mis en application. Et je continue à le faire avec les nouvelles idées. Il y a des nouvelles idées qui viennent, il y a des nouveaux projets qui se greffent. Je suis en train aujourd'hui, j'ai monté le curseur, le level, pour aller chercher beaucoup plus haut dans mes accompagnements, la construction des projets sur lesquels je veux travailler désormais. Donc voilà, comme tu l'as vu, je me suis défini comme business architecte. Mmh. Pourquoi architecte? J'ai mis architecte d'affaires parce que l'architecte tout sûr, c'est quelque chose qui est protégé, tu n'as pas le droit de l'utiliser, mais j'utilise la même chronologie d'une mission d'un architecte, avec la même progression qui se fait. Tu pars des bases, tu regardes le projet, tu établis la vision, tu commences à établir les plans, tu recrutes les personnes dont tu as besoin, tu construis le business et tu accompagnes les gens pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans pour aller chercher un objectif. Et après, tu veilles à ce que tu fais ta garantie de parfait achèvement, tu veilles à ce que ça soit maintenu et pérenne dans le temps. C'est pour ça que une activité de business architecte, c'est ça. Donc, pour que les gens comprennent. Et pour revenir à ce plan 100%, c'est aussi un accompagnement que je fais. Et j'ai étudié également. Alors, c'est un petit parallèle avec Napoleon Hill. J'étudie Bob Bowman. Bob Bowman, c'est l'entraîneur de Michael Phelps. C'est Ah Michael oui, ça me Phelps, dit le quelque grand chose, ça. nageur. Oui, oui. Ouais, Michael Phelps, voilà, donc, qui l'a emmené à 8 titres, 8 médailles d'or dans un jeu olympique et il continue à faire le travail. Il a une méthode qui est très, très intéressante. Je l'ai épluchée et je vais faire un petit mix Napoleon Hill et ce personnage-là avec sa méthode, puisque je la trouve très, très intéressante et je trouve qu'elles sont complémentaires. Mmh. Mais moi, je ne doute pas un seul instant que ce personnage de Bob Bowman ait utilisé Napoleon Hill pour aller construire cette méthodologie. Simplement. Donc, ça va démarrer au 1er septembre. Donc, il y aura sur ma page, ceux qui ne me connaissent pas, venez me liker, me demander en ami. Hein, voilà, demandez à Sylvain en ami. Il se fera un plaisir de vous renseigner après sur, si vous souhaitez en savoir plus sur le plan 100% et puis sur Napoleon Hill, sur Emerson. Exactement. Après, il y a aussi, le plan, c'est à la base, il y a le plan 100% qui va se faire en ligne, mais il y a aussi le plan tout court, qui est un programme d'accompagnement terrain et en ligne, individualisé pour le développement, l'accomplissement personnel, le développement d'affaires, si on veut commencer à se projeter dans la construction d'une affaire. Ou c'est aussi pour éventuellement résoudre des problématiques qui sont très bloquantes aujourd'hui dans le développement de l'entreprise, dans le relationnel clientèle, dans le relationnel avec les salariés, dans le relationnel personnel également, puisqu'il ne faut pas négliger l'aspect personnel. Bien sûr. Tout est lié. Et de toute façon, si le personnel ne va pas, le professionnel ne peut pas aller. Je vous le dis clairement. Et inversement, absolument. Donc tout ça, en fait, c'est lié comme des petites allumettes. Tac. C'est fort intéressant. Et ceux qui veulent aller plus loin, bien évidemment, moi je fais du consulting, hein, donc business architect. Là, c'est des accompagnements qui se font sur 1 an, 2 ans, 3 ans. Pas moins. Pourquoi pas moins? Parce que on peut pas définir et faire un retour, un feedback qui soit cohérent et juste sur en moins d'1 an. C'est pas possible. Moi j'en fais d'expérience. C'est sur une année passée que tu fais ton bilan et tu ne les fais pas sur 3 mois. Tu fais un pré-bilan intermédiaire, oui certes, mais ça te donne, ce sont que des étapes. Mmh. Quand tu te projettes dans une mission et que moi je sais au niveau du business architecte, tu as minimum 7 étapes. C'est pas en 3 semaines ou 1 mois, 2 mois, 3 mois que tu vois si ça a réussi. Faut y aller progressivement. On construit, on visualise, on réfléchit, on crée le cercle de travail
on construit, enfin, on réalise son projet, on met les choses en place, on fait le commercial, on fait la stratégie digitale, comme on fait la vidéo en drone de l'entreprise, par exemple, ça peut être une étape. On accompagne, on suit, on remet sur le droit chemin quand on voit que la personne se laisse aller et que ça part un peu en dilettante, ou qu'un salarié vient un petit peu mettre des barrières au développement de l'entreprise, ça peut arriver. Il faut savoir le dire. Et après, tu as le suivi, donc tu as la réalisation de l'objectif, et après, tu as la reprogrammation, je dirais, d'une nouvelle étape. En fait, comme tu disais tout à l'heure, il y a beaucoup de personnes qui font ils montent comme ça, exponentiel, et arrivé là-bas, c'est terminé. Ouais. C'est bon, j'ai réussi. Mais ce qu'ils savent pas, c'est qu'on reste pas comme ça. En général, la tendance, elle est comme ça, et ça repart. Et ce qu'il faut faire, c'est que tout de suite, quand tu réalises un objectif, eh ben, même si ça peut faire peur, il faut tout de suite aller en chercher un nouveau. C'est clair. Tu as été chercher à l'école, je suis prêt aussi à accompagner des jeunes étudiants, hein. C'est pareil, qui passent des épreuves, qui ont la trouille de se planter. Tu vas chercher un 12 en maths, l'objectif prochain, c'est pas le 12 en maths. L'objectif, c'est le 13 ou le 14. Puis le 15, pour aller chercher l'excellence. Ça va demander des efforts. Donc la personne va prendre l'habitude de retravailler sur elle, de continuer à persévérer dans l'effort. Et une fois qu'on a mis cet ancrage-là dans cette persévérance dans l'effort devient une habitude. Comme la loi numéro 17 de Napoléon Hill, c'est la force de l'habitude cosmique. Voilà, il a mis le terme de cosmique. Sylvain, oui. Je vais être obligé de te couper. On arrive à la fin de ce live. Parfait. Et je terminerai par deux choses. La première chose, déjà, je te remercie infiniment pour tout ce que tu nous as partagé ce soir, parce que c'est vrai que c'était un peu condensé, bien évidemment, parce qu'en 1 heure, c'est compliqué de parler de tous les sujets qu'on a abordés, notamment ceux dont tu as parlé. Je fais référence notamment à l'enseignement de Napoléon Hill, mais voilà, si vous voulez en savoir plus, vous contactez Sylvain. Donc encore une fois, je te remercie pour tout ça. Il y avait des vraies pépites dans tout ce que tu nous as raconté. Deuxième chose, en fait, il y a 3 choses que je vais dire. En fait, deuxième chose, il y a Marie-Ange qui nous dit magnifique, merci pour vos partages. Et puis Lex Mivat qui nous dit également, je travaille depuis quelque temps sur le développement personnel pour réaliser mes rêves et ma vision. Eh bien, continue comme ça. Tu as raison, c'est comme ça qu'il faut faire. Et même, je dirais, pour tout le monde, c'est aussi de cette manière-là. Lex Mivat, elle a une très bonne attitude par rapport à sa vie, et je trouve ça génial. C'est comme ça qu'on devrait tous faire, effectivement, travailler sur nos rêves et sur notre vision. Il y a Marie-Ange qui dit excellent, je vais m'inscrire pour le plan 100%. Bon bah voilà, t'as peut-être une première cliente. Enfin, par rapport à ce live de ce soir. Future ambassadrice, parce qu'il faut savoir que toutes les personnes qui vont intégrer ce fameux plan 100% deviendront ambassadeurs directement derrière. Donc voilà. Génial. C'est génial. Les conséquences des interventions, et par la suite, c'est devenir aussi des partenaires de travail. Bon, bah, tout simplement. C'est super. Bah, écoute, si vous voulez être aussi ambassadeur ou ambassadrice, vous contactez Sylvain sur son profil. Je remettrai le lien en commentaire tout à l'heure. Et puis, troisième et dernière chose, là, ça me concernait plus particulièrement. Sylvain propose des nouvelles choses là à partir de septembre. Bah écoutez, moi aussi, je vais proposer des nouvelles choses à partir de septembre. J'en suis tellement ému que j'ai du mal à en parler. Ne pleure pas. Parce que c'est vrai que donc je me suis pas mal formé aussi ces derniers mois, et je propose à partir de septembre, donc depuis un nouveau site web que j'ai mis en ligne il y a quelques semaines, qui s'appelle christophetrain.fr. Voilà, je me suis dit, je vais faire simple, christophetrain.fr, et là-dessus, vous pourrez retrouver, donc à partir de septembre, ma première formation en ligne qui sera sur le marketing vidéo. Donc, vous en saurez plus. Il y aura des petits bonus hyper intéressants d'ailleurs par rapport à ça. Et sur ce site, christophetrain.fr, donc vous allez voir les différentes prestations que je vous propose pour vous accompagner moi aussi sur le digital plus particulièrement, donc sur le web, donc pour vous aider à booster votre communication numérique. Donc voilà, donc je pense que j'ai tout dit. Sylvain, tu voulais dire autre chose ? Moi, je dis clairement, faites confiance à Christophe, je le connais. Le professionnalisme, très sincèrement, c'est quelque chose qui est en lui, c'est une de ses vertus, c'est la qualité du travail proposé. Vous pouvez le voir sur sa page, hein, c'est vraiment
C'est vraiment extraordinaire. Et aidez-le, s'il vous plaît, à réaliser son rêve, rencontrer Sophie Marceau. Merci beaucoup, Sylvain. C'est super cool. En tous les cas, merci encore une fois, Sylvain, pour cet échange. C'était vraiment super intéressant. Toutes les personnes qui nous ont regardé, qui vont nous regarder en replay, ça va les intéresser également. Donc encore une fois, merci. Et puis à toutes et à tous, je vous souhaite une très belle fin de journée, très belle semaine également et plein de bonnes choses. Ayez la vision, comme nous l'a dit Sylvain, et vraiment, si vous pouvez réaliser vos rêves, c'est tout le bonheur que je puisse vous souhaiter. Sylvain, comme moi, on est là pour vous accompagner dans vos démarches, dans vos réflexions, donc n'hésitez pas. Sylvain, c'est aussi un très bon professionnel que j'ai le plaisir et vraiment le grand plaisir que de connaître et j'apprécie vraiment son travail, j'apprécie vraiment ce qu'il fait. Et d'ailleurs, pour l'anecdote, je terminerai aussi un petit peu là-dessus. Moi, je me rappelle et je garde un souvenir ému, j'oserais dire, de ton tout premier live que tu avais fait sur Facebook. Oui. T'étais dans la nature, en train de marcher, et je trouvais ça très très beau, très franchement. Et je te l'ai dit après par la suite. Tu passais très bien et la preuve, tu passes très bien à l'image et en plus de ça, tu as plein de choses hyper intéressantes à nous partager, donc j'adore vraiment. Mais je te remercie également, c'est grâce à toi que je me suis fait la technique. Oui, mon premier live interview, c'était avec toi et exact. Voilà, l'adversité s'était présentée. Exact. Eh bien, écoutez, merci encore à toutes et à tous. Je vous souhaite une très belle soirée, une belle semaine. Prenez soin de vous. À très bientôt. Bye bye. Merci à tout le monde. Au revoir.